Podcast maçonnique par Hervé H. Lecoq. Le complotisme maçonnique de 1797. C'est quoi déjà le nom du mec qui parle de franc-maçonnerie sur YouTube là? Hervé H. Lecoq. Oh, c'est pénible à chaque fois. Faut taper son nom. Bon, tu sais quoi, je vais cliquer sur s'abonner, la cloche, toute. Comme ça, moi j'ai une notification à chaque fois qu'il publie une vidéo, tous les dimanches matin à 9 heures. Et puis tu sais quoi, je vais le faire aussi sur l'ordi de ma femme depuis la vidéo. Comme ça au moins c'est réglé, elle arrêtera de me demander le lien. Hé hé. Après avoir quitté la franc-maçonnerie en 1792 dans notre précédent podcast pour tenter de cerner les limites des racines du rite anglais et style émulation, nous en étions à parler de la lumière. Eh bien, passons à l'obscurité, aux manigances et aux théories du complot en tout genre. Car pour expliquer l'histoire d'un rite, il faut aussi réussir à cerner le contexte social, politique, religieux et culturel de l'époque. Ainsi, bien avant de poser un nouveau jalon en parlant de l'interdiction des sociétés secrètes de 1799, attardons-nous sur l'année 1797 pour expliquer un peu l'état d'esprit de nos frères, mais aussi de la population à l'égard de la franc-maçonnerie. Ce n'est pas nouveau, puisqu'à l'heure où de plus en plus de personnes en position de faiblesse intellectuelle croient toujours au bien fondé d'une prétendue théorie du complot maçonnique, organisée dans l'ombre par des reptiloïdes extraterrestres Illuminati et fans de Frédéric François certainement, il est toujours troublant de constater que les siècles passent, les idiots restent. Ainsi, en 1797, ceux-ci étaient déjà là, les francs-maçons les ont rencontrés. 1797 est une sale année pour la franc-maçonnerie, surtout en Irlande au départ, car impliquée dans la révolte irlandaise par le biais des United Irish, la franc-maçonnerie était alors prétexte à réunion autrement que symbolique dans certaines loges. Le problème, c'est que déjà, si la franc-maçonnerie était utilisée à des fins politiques dans le cadre de l'Irlande, la royauté pouvait le gérer. Mais vu que les Irlandais rebelles étaient pro-français, là, nous avons un problème. En effet, défait par Napoléon en 1793 lors du siège de Toulon, affaibli par l'alliance franco-espagnole de 1796, les Anglais se méfient de Napoléon, car ils savent sa volonté hégémonique presque supérieure à la leur. Heureusement pour eux, la marine française n'était pas du tout à la hauteur à ce moment-là. La suspicion d'infiltration de la société anglaise par des éléments français va donc crescendo. Et la publication d'un ouvrage écossais prétendant avoir démasqué une théorie du complot illuminato-maçonnique contre tous les pays du monde n'aida pas les affaires de nos frères. En effet, en 1797 est publié un livre intitulé Proofs of a Conspiracy Against All the Religions and Governments of Europe, carried on in the secret meetings of Freemasons, Illuminati, and Reading Societies, etc., collected from good authorities. Ou en français, les preuves d'une conspiration contre toutes les religions et gouvernements d'Europe, portées dans le secret des réunions des francs-maçons Illuminati, sociétés de lecture, etc., collectées de bonne autorité. Waouh, quel titre, ça fait peur. C'est le but. Et ce livre tombe au plus mauvais moment, car les Anglais ont peur. Ils ont peur d'être infiltrés par des agents étrangers, comme nous l'avons vu. Mais ils ont peur plus que tout que ces agents soient français. Mais qui est Robinson? Bon, 3 fois rien. Juste un professeur de philosophie naturelle à l'université d'Édimbourg, né à Glasgow, étudiant à Cambridge, professeur à l'école navale des cadets de Kronstadt en Russie avec le rang de lieutenant-colonel. De plus, ce monsieur avait des dizaines d'années de franc-maçonnerie derrière lui. Alors, forcément, quand on a 40 à 50 ans de maçonnerie derrière soi, qu'on a parcouru l'Europe, lorsque vous arrivez pour dire qu'il existe un complot européen au sein de la franc-maçonnerie, et comme accessoirement il était le secrétaire de la petite antenne locale écossaise de la Royal Society, c'est vous dire comme dès le départ il fut facile pour lui de trouver des oreilles attentives. Alors, sachant combien il était difficile de faire tomber d'accord 3 francs-maçons dans une même pièce sur la position des colonnes autour du tapis de loge, vous imaginerez bien que toute notion de complot maçonnique planétaire fait bien rigoler. Toutefois, qu'est-ce qui amena cette personne, pardon, ce frère, pourtant à l'allure respectable, à se lancer dans une telle entreprise de paranoïa sensationnaliste ?
Le frère Hyde Clark, dans les colonnes du Freemason Magazine and Masonic Mirror d'avril 1858, penche pour l'amour de la notoriété et l'espoir d'une récompense quelconque. Mais se termina dans la déception, le remords et la perte du respect de nombreux amis qui eux aussi étaient maçons. Mais les maçons qui au début semblent feindre d'ignorer l'attaque, finissent par être obligés de se défendre. Citons ainsi le frère et docteur Watkins qui publie dans The Scientific Magazine and Freemasons Repository une longue saga pour décortiquer et démystifier point par point les allégations de Robison. Cela est long et ça dure d'octobre 1797 à avril 1798, soit en fait une vingtaine de pages au total. Et ce pour répondre uniquement dans le but de convaincre ceux qui pensaient que si personne n'avait réagi, c'est parce que la cause était indéfendable. Il est d'ailleurs drôle de voir que dans la dédicace de sa réponse, Watkins dédie sa réponse à Lord Moira et explique que, d'ailleurs, la meilleure preuve que la franc-maçonnerie n'est pas ce que Robison décrit est bien que, justement, Lord Moira a une attitude bienveillante envers elle et que celui-ci ne saurait se tromper. Ah, la flagornerie du XVIIIe siècle. On se retrouve pour un nouveau podcast la semaine prochaine, dimanche 9h. Allez, bis frat.